Notre invité ce matin, Laurent Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CFDT, depuis le 23 mai, président de la Confédération européenne des syndicats, bravo. Merci. Vous avez été élu par vos pairs en Europe. Avant d'ouvrir les dossiers assurance chômage et retraite, un mot sur le référendum sur la privatisation d'ADP avec cette question. La consultation citoyenne a commencé. Avez-vous ou allez-vous signer la demande de référendum? Non, pas forcément. Non. La CFDT pense que la privatisation d'ADP ne se fait pas dans de bonnes conditions et n'est pas justifiée. Après, j'ai pas encore regardé. Il paraît que le site, de toute façon, pour l'instant, est quand même très ça compliqué. va mieux là. Ça va mieux, mais ça va mieux. Donc, non, vous ne signerez pas. Si, peut-être, je sais pas. Ah, vous ne savez pas. Vous savez, sur la privatisation, non, mais si vous êtes contre, d'ADP, vous allez signer. Non, mais vous savez, alors, je suis sur la privatisation d'ADP. Oui. La CFDT est claire, elle est contre. Elle pense que c'est un enjeu stratégique, à la fois parce que c'est un hub extrêmement important, les aéroports parisiens, et deuxièmement, les douaniers ne seront pas privatisés. Et deuxièmement, oui, évidemment, mais deuxièmement, il y a aussi des enjeux fonciers, des enjeux d'aménagement du territoire, etc. Oui. Et donc, on pense que, en termes de stratégique, c'est pas une bonne chose. Après, le référendum, c'est aussi des enjeux politiques qui, quelque part, nous dépassent. On voit bien que ça regroupe des gens très différents les uns des autres. Donc, voilà, les militants de la CFDT, ils sont libres de le faire ou pas. Mais vous, à titre personnel, vous signerez écoutez, ou j'ai pas eu tellement je suis pas allé voir la plateforme, je suis pas allé voir, donc je verrai. Vous hésitez, quoi. Vous attendez, vous savez pas. Bon, est-ce qu'Édouard Philippe a tenu à vos yeux un discours constructif mercredi? Franchement, vous n'avez rien dit jusque-là. Vous êtes le premier syndicat de France. Édouard Philippe, il a tenu un discours où il a tenu compte des enjeux écologiques, où il a annoncé un certain nombre de sujets, et c'est un enjeu important, c'est un enjeu d'humanité. Il a annoncé des choses extrêmement importantes. Des choses importantes sur la rénovation thermique des logements, des choses importantes sur le gaspillage, sur le climat, donc sur le plastique. Mais maintenant, on attend les actes. On attend les actes. Par exemple, sur la rénovation thermique des logements, moi, j'attendais une annonce d'investissement massif. J'attendais un véritable plan, un plan de guerre d'une certaine manière. Pour l'instant, ça reste sur la table en disant on va réfléchir, on va travailler, etc. Donc, il y a une intention. C'est bien d'avoir commencé par ce sujet-là. Là-dessus, dont acte, mais maintenant, il faudra les actes. Bon. Deuxième point. Oui, allez-y. Le deuxième sujet, c'est la justice sociale. D'ailleurs, vous avez remarqué, c'était on veut une transition écologique, on veut la lutte contre le réchauffement climatique, et on veut de la justice sociale. Ça m'a un peu rappelé ce que on porte avec 19 autres organisations sur un pacte social et écologique. Exact. Mais par contre, le premier sujet qu'il aborde sur la question de la justice sociale, c'est la question de l'assurance chômage, en expliquant à demi-mot que c'est quand même pour réduire les droits des demandeurs d'emploi. Si ça, c'est de la justice sociale. Alors justement, on va entrer dans la réforme de l'assurance chômage qui sera présentée mardi, qui est un texte très important à vos yeux. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'on connaît un peu les grandes lignes du texte, même s'il y a peut-être des annonces cachées dans ce que l'on sait maintenant. Vous demandiez un changement de méthode. Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement de méthode de la part du gouvernement, du président de la République, du Premier ministre? Il y a en tout cas dans le discours une inflexion. Moi, avant le discours de politique générale, j'étais à Genève avec mes collègues des autres organisations syndicales et les responsables des organisations patronales. Vous avez écouté Emmanuel Macron. Oui, et il a un discours qui a été extrêmement clair sur on ne peut pas réformer, on ne peut pas faire face à la dérégulation qui est en cours aujourd'hui dans la mondialisation sans travailler avec les acteurs syndicaux, patronaux. Donc, il y a une intention qui est annoncée. Ça a été dit à demi-mot par le Premier ministre, même si on n'a pas beaucoup entendu parler des partenaires sociaux et des organisations syndicales. Mais maintenant, c'est dans les actes tout ça se vérifie. Vous savez, la politique a ce site particulier, c'est que c'est du verbe et des actes. Le verbe est extrêmement important. Mais souvent, on discute beaucoup du verbe et on ne discute pas assez des actes. Là, il va falloir des actes qui montrent qu'on est écouté, et notamment sur l'assurance chômage. Alors, l'assurance chômage, réforme, projet de loi présenté mardi. On va déjà parler de ce qui est annoncé, de ce qu'on sait. Bonus-malus imposé à 5 ou 10 branches professionnelles. C'est quoi? Malus pour des entreprises, des cotisations qui seront un peu plus fortes. Malus pour les entreprises, si trop de contrats courts. Je pense à la restauration, à l'hôtellerie et à d'autres. Oui, mais ça concernera 5 à 10 branches professionnelles. 5 à 10 branches, ça fait entre 30 et 40% des contrats très courts qui sont signés. Ça veut dire c'est insuffisant. Bah oui, ça veut dire qu'on a cru comprendre que sur le reste de la réforme, on va demander des efforts à l'ensemble des demandeurs d'emploi, injuste de mon point de vue, mais on va demander des efforts aux entreprises qui abusent de la précarité qu'à quelques-unes.
Donc ça, pour nous, c'est pas acceptable. Mais on a besoin des contrats courts, disent les restaurateurs ou. Mais c'est pas le problème. Dans l'hôtellerie. La position des uns et des autres, c'est pas de supprimer les contrats courts. Parfois, c'est de faire que quand les contrats courts sont abusifs, et tout le monde reconnaît que c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire on emploie quelqu'un pour 2 jours, et puis on le laisse sur le carreau pendant 3 jours, mais on le rappelle 3 jours après, alors qu'on aurait pu organiser le travail différemment, et bien là, il faut que ça soit plus cher pour les entreprises, parce qu'elles demandent à l'assurance chômage de prendre le relais. Donc c'est ça dont il est question. Nous, on n'était pas sur un système de bonus-malus au début. On était sur un système de cotisation dégressive à l'assurance chômage. C'est-à-dire les premiers jours et le premier mois du contrat, que ce soit plus cher pour l'entreprise. C'est un peu ce qui va se passer, non? Les cotisations vont augmenter quand on abusera. C'est pas ce qui va se passer pour une raison simple, c'est qu'il va y avoir que quelques secteurs de concernés. Oui. Et l'enjeu, il était que le bonus-malus dans le programme du président de la République, et dans aussi ses annonces pendant le grand débat, c'était on va faire le bonus-malus. On va faire le bonus-malus pour limiter les contrats courts. Ça veut dire quoi? Le gouvernement a cédé devant le patronat? Ça veut dire que, en tout cas, tout le monde ne croyait pas au bonus-malus dans le gouvernement de la même manière. C'est une évidence et c'est une faute. Je le dis, c'est une faute de ne pas le faire sur l'ensemble. Si le gouvernement pense que c'est un bon système, ça veut dire qu'il faut qu'il le fasse sur l'ensemble des contrats courts concernés. Alors, que sait-on encore de cette réforme? Dégressivité des indemnités pour les salariés qui touchent les salaires les plus élevés. Les cadres, ou les cadres importants, les hauts cadres. Bien ou pas? Non, la dégressivité, pour les cadres ou pour les autres, ça n'a jamais démontré une quelconque efficacité. Tous les rapports d'économistes, tous les rapports dans le monde ont montré que la dégressivité n'avait pas d'effet. Pas d'effet. Et donc, là... Ça ne fait pas baisser le chômage. Non, ça ne fait pas baisser le chômage, et ça peut structurer des comportements, mais ça donne le sentiment que les demandeurs d'emploi, et notamment les cadres, seraient des gens qui abusent. Mais... oui, non, mais attendez, il y a les cadres, c'est les plus hauts contributeurs. C'est quoi? Le plafond, c'est quoi? C'est 6 000, un peu plus de 6 000 euros? 6 700. Alors, c'est unique en Europe, hein? Il n'y a pas un pays d'Europe. 0,05% des personnes indemnisées sont concernées. 0,05% des personnes indemnisées sont concernées. Ce sont les plus hauts contributeurs, évidemment. À l'assurance chômage. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut continuer à faire vivre de la solidarité interprofessionnelle? Parce que le risque, c'est que ces personnes, au bout d'un moment, décrochent et disent bon, on va créer notre propre système. Donc on ne touche pas au cadre. Mais la question, c'est, on pourrait discuter de la hauteur du plafond, etc. Mais la mise en œuvre de la dégressivité, je pense que c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix, et un choix qui n'a jamais prouvé son efficacité pour lutter contre le chômage. Bon, il y a la dégressivité, puis il y a la durée d'indemnisation du chômage. Ensuite, je parlerai des conditions d'accès à l'indemnisation. Mais la durée d'indemnisation, est-ce qu'il faut toucher? Est-ce que vous pensez que le gouvernement va toucher à la durée d'indemnisation? J'espère pas. J'espère qu'il va toucher ni à la durée d'indemnisation, ni aux conditions d'entrée à l'indemnisation. La durée d'indemnisation... Oui. La durée d'indemnisation, d'abord. C'est 24 mois pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et c'est 36 mois pour les personnes dites seniors. 3 ans. Il ne faut pas toucher, ça c'est sûr. Parce que c'est une durée qui permet de rebondir, qui permet... Et d'ailleurs, on voit, la majorité des demandeurs d'emploi, il faut le dire, ne vont pas au bout de leur indemnisation. La majorité des chômeurs reprennent le travail avant qu'ils aillent au bout de leur indemnisation. C'est quand même un signe que beaucoup de travailleurs qui subissent ce chômage ont envie de retravailler et pas de rester au chômage. C'est la démonstration. Donc il ne faut pas toucher à la durée et pas toucher aux conditions d'entrée. Les conditions d'accès à l'indemnisation. Non, on s'est battu, nous, pour que ce soit 4 mois de travail sur les 28 derniers mois. Toucher à ça. Pour avoir droit au chômage, il faut avoir travaillé, qu'on explique bien. 4 mois sur les 28 derniers mois. Or, le gouvernement pourrait toucher à cela? Écoutez, on a lu dans la presse que ça pouvait être le cas. Vous savez, ce serait une mesure... 6 mois, ce que j'ai lu, 6 mois dans les 24 derniers mois. C'est ce qu'on a lu aussi. Si c'était le cas, là, il faut qu'on m'explique le sens. Ça peut pas être pour réduire la précarité, ça n'a pas de sens dans ce cadre-là. Ça peut pas être pour aider le retour à l'emploi, ça n'a pas d'effet. Ça serait une mesure purement budgétaire. Pour faire des économies purement budgétaire. Purement budgétaire dans un moment où nombre de salariés subissent des périodes de chômage, de réemploi, de chômage, de réemploi. Si c'est le cas, c'est pour vous
Mais depuis le début, que faites-vous? Imaginons que le gouvernement annonce cela si cette réforme, parce qu'il y a un autre volet dont on n'a pas parlé, c'est la façon dont vont être traitées les personnes qu'on appelle les permittents, c'est-à-dire qui alternent les périodes d'emploi et les périodes de chômage. Si on tape dur sur ces personnes qui ont une indemnisation moyenne très basse, moins de 1 000 euros, si on touche sur ces personnes, la CFDT avec d'autres essaiera de faire la démonstration et de se mobiliser pour dire mobiliser, ça veut dire quoi? Parce que vous savez, le premier truc. Vous êtes rarement dans la rue. Non, mais mais se mobiliser, c'est pas que dans la rue. On a déjà discuté tous les deux. Comment se mobiliser? Vous savez, de montrer à hauteur de femmes et d'hommes ce que peuvent produire des mesures de ce type. Parce que si les mesures dont on parle sont mises en place, c'est 100% de perdants dans les demandeurs d'emploi. 100% de perdants. Ça veut dire qu'on illustrera exactement avec des cas très précis de personnes qui perdent 100 euros ici, des conditions d'indemnisation là, pour montrer que cette mesure, ces décrets sur l'assurance chômage sont injustes. Moi, il y avait besoin d'une réforme. D'accord, pourquoi pas? On a essayé de la discuter, mais pas sous un angle budgétaire. Et ce que nous a contraint de faire le gouvernement dans la négociation, ce qu'on n'a pas fait, c'était une réforme purement budgétaire. Là, moi je le crains. En se cachant derrière l'idée qu'on voudrait faire réduire la précarité, très bien, il faut faire dans ce cas le bonus-malus généralisé, eh bien on tape sur les plus précaires. Ça c'est inacceptable pour la CFDT. C'est inacceptable pour vous. Bien, avant de parler de l'assurance chômage, des retraites, je voudrais un petit mot sur le bac. Lundi, les premières épreuves, il y a des syndicats qui appellent, les enseignants, syndicats d'enseignants qui appellent à la grève de la surveillance des épreuves. Est-ce responsable? Franchement. Non, la CFDT appelle pas à la grève. Est-ce responsable? Je vous le dis. Non, mais la réponse, c'est que nous, on ne veut pas faire payer aux élèves et aux parents le fait que, c'est vrai, dans le ministère de l'Éducation nationale, il y a un déficit de discussion, de concertation, de dialogue social. Et qu'il y a des raisons d'être inquiet. Mais sanctionner des élèves qui passent le bac sur un sujet qui n'est pas le leur directement, en tout cas, c'est pas acceptable pour nous. Je suis très clair, mais ça n'exonère pas le ministère de l'Éducation nationale de concerter davantage, de discuter davantage avec les organisations syndicales sur la future organisation du bac, sur la réforme du lycée, la réforme du bac, qui comporte beaucoup de points avec lesquels nous sommes en désaccord. Mais sanctionner les élèves, non, pour une raison simple, vous savez. Mais ça dit des choses, si vous me permettez, sur l'état aujourd'hui de l'absence de reconnaissance dans les fonctions publiques. C'est ça que vous savez, on voit aussi un mouvement dans les urgences, on voit un mouvement dans les pénitentiaires, ça commence à râler, etc. depuis longtemps. Quand on commence à toucher à l'exercice de sa mission, c'est que quand même, on a un problème dans les services publics, c'est-à-dire que les gens ne sont pas suffisamment reconnus. Et qu'on en arrive à cette extrémité que je regrette, à laquelle je ne m'associe pas et que je ne veux pas dire que c'est une bonne chose, et parce que c'est pas une bonne chose de sanctionner les élèves. Ça dit des choses sur le fait qu'on a besoin davantage de reconnaissance et de dialogue social dans les fonctions publiques, et que c'est ça qui est bloqué. C'est ça qui est bloqué. C'est bloqué parce que on n'a jamais fait l'effort de mettre sur la table les projets de réforme et de voir une vraie discussion, un vrai dialogue. La réforme des retraites. Elle est pour quand, cette réforme? Parce qu'on ne sait rien. Il faut demander. Oui, j'essaie de poser la question, personne ne répond. En tout cas, dans le discours de politique générale du Premier ministre, on n'a pas eu de calendrier. Ce qu'on sait, c'est qu'à mi-juillet, M. Delevoye, au commissaire aux retraites, sortira un rapport de la phase de discussion, de concertation approfondie qui a eu lieu avec les organisations syndicales, professionnelles, etc. Nous sommes engagés dans cette concertation. D'ailleurs, comme toutes les organisations syndicales, quasiment jusqu'à la fin. Pourquoi nous sommes engagés ? Là, il y a eu un gros travail de concertation. Là, il y a une vraie méthode. Une vraie méthode, un vrai travail de concertation, une vraie loyauté dans les discussions. Pourquoi nous sommes engagés ? Parce qu'on a besoin d'une réforme juste. Une réforme juste, ça veut dire une réforme qui contribue à mettre fin aux inégalités dont souffrent les femmes, dont souffrent ceux qui ont travaillé toute leur vie avec le SMIC et qui ont une pension de misère. De ceux qui ont des carrières hachées et qui ne bénéficient pas de retraite. De ceux qui subissent la pénibilité ou qui ont commencé à travailler très jeunes et qui ont besoin de mesures spécifiques pour pouvoir avoir une retraite dans de bonnes conditions. Nous, on s'est engagés là-dedans. C'est de ça dont on veut parler. Donc vous voulez une réforme ? Oui, on veut une réforme, mais on ne veut pas une réforme financière et paramétrique. Alors on va parler de l'âge d'équilibre maintenant. On a trouvé ce nouveau mot, l'âge d'équilibre. Simplement, retraite à points, vous êtes d'accord ?
Pourquoi pas ? Oui, mais ça, c'est de la technique. Ce qu'on veut, c'est oui, le sens. c'est de la technique, oui. Non, mais d'accord, mais vous n'êtes pas contre. Suppression des régimes spéciaux, enfin, le même système pour tout le monde, public-privé. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, un système universel. Mais c'est de ça dont il est question depuis le début. Il n'y a pas de scoop là-dessus. Non, la seule question, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de spécificités professionnelles qui tiennent compte de la pénibilité. De toute façon, les avantages acquis seront conservés. Hein. Mais parce qu'il y a les phrases, vous savez, on peut dire on fait la fin des régimes spéciaux, ça fait plaisir à tout le monde. Ce dont il est question, c'est un régime universel, ça ne veut pas dire uniforme. Ça veut dire qu'on peut tenir compte de spécificités professionnelles. C'est ce qu'on a travaillé depuis 18 mois, y compris avec je le vois. J'imagine. Mais avec cette réforme, est-ce que tous les Français devront travailler un peu plus longtemps, franchement ? Non, pas avec cette réforme. Non, pas avec cette réforme. Vous savez, c'est ce que j'entends parmi ceux qui contestent. Monsieur Bourdin, en 2003, on a fait, vous vous rappelez ? Oui. Monsieur Chirac, François Chirac. Oui. Il s'est engagé avec la CFDT dans une réforme. Il avait besoin, à ce moment-là, de faire des choix financiers. Le système des retraites par répartition était en grave déséquilibre. En 2008, en 2010, en 2013, il y a eu de nouveau des réformes parce qu'il fallait consolider le financement des retraites par répartition. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, ce financement, il est assuré. Il est assuré. Il n'y a pas besoin de faire croire qu'on a besoin d'aller chercher de l'argent. Le rapport du corps dont on a beaucoup commenté ces derniers jours, il dit quoi ? Il dit qu'on consacre à peu près entre 13 et 14% de notre richesse nationale aux retraites. Et que dans les projections qui sont faites, ça restera à peu près la même chose, voire un peu moins. Donc on n'a pas de problème de financement. Ce qu'il nous faut, c'est une réforme des retraites qui soit plus de justice sociale et plus de prise en compte des situations particulières de ceux qui souffrent. Je comprends. Donc on ne sera pas obligé de travailler plus longtemps. Mais j'ai envie de dire, ça sera à chacun de décider, mais il ne faut pas de contraintes. C'est chacun qui décide. Mais c'est déjà le cas. Décidera. Mais monsieur Bourdin, c'est déjà le cas. Moi, je voudrais sortir de l'hypocrisie. Je voudrais sortir de l'hypocrisie. Je voudrais sortir de l'hypocrisie. Qui ne veut rien dire. Il veut dire quelque chose parce que c'est la possibilité pour liquider pour un certain nombre de gens leur retraite, comme on dit. Mais il y a des gens, on le sait, dans tout un tas de secteurs professionnels, qui travaillent plus. Et donc je veux travailler plus, même certains le disent. Et donc la question, elle est de donner la possibilité à tous ceux, si vous bougez l'âge, si vous faites cet âge d'équilibre avec des sanctions particulières, si vous partez avant cet âge d'équilibre, vous sanctionnez qui ? Vous sanctionnez ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des métiers pénibles, qui ne peuvent pas se permettre d'aller beaucoup plus loin sans que leur santé en souffre et déjà qui parfois ont arrêté avant parce qu'ils ont été virés ou parce qu'ils ont des problèmes d'invalidité. Donc il faut arrêter. Le gouvernement, il ne peut pas suivre une ambition de faire une réforme telle que l'a dit le président de la République dans son programme, qui soit pas paramétrique, qui soit pas financière, mais qui soit une réforme de justice sociale et de progrès social, et en même temps vouloir y mettre des éléments d'allongement de la durée. La durée de cotisation, elle va s'allonger du fait de la réforme Touraine de 2013 de toute façon. Donc il faut laisser faire ce mouvement-là. Et il ne peut pas faire, le gouvernement, une réforme où il va toucher à l'âge d'une manière ou d'une autre avec des nouvelles notions qu'il institue. Donc il faut être clair. La CFDT, oui, elle le veut, cette réforme, et on l'assume. Et ça ne nous fait pas être dans une position d'accord avec d'autres organisations syndicales. Mais s'il y a cet âge d'équilibre que le gouvernement agite, s'il y a des mesures qui sont prises dans le PLFSS, le projet de financement de la sécurité sociale à la rentrée, la CFDT, elle dira très vivement son désaccord. Laurent Berger, Renault, échec de la fusion avec Fiat Chrysler. Vous êtes heureux de cet échec ou vous regrettez ? Non, les équipes CFDT de Renault avaient demandé des assurances sur la stratégie industrielle, des assurances sur l'emploi, etc. Vous suivez le gouvernement, là, qui a... Non, c'était, de mon point de vue, un peu hâtif. Et il aurait fallu... C'est pas ce que demandait la direction de Renault, qui estimait que cette fusion était très bonne pour l'entreprise. La CFDT, elle regrette que ce soit arrêté si tôt. Nous aurions souhaité d'avoir une vraie discussion pour voir la stratégie qui pouvait être poursuivie. Parce qu'on le sait, le secteur automobile va avoir besoin de forts investissements pour muter dans le cadre de la transition écologique. Et la question des alliances est posée. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas ? Vous savez, des fois, il faut prendre le temps de la réflexion, le temps de poser les sujets. Nous avions obtenu de faire des expertises. Donc c'est fini. Maintenant, ça veut dire qu'il faut reconsolider l'alliance Nissan-Renault. Et ça, c'est un autre sujet. Et il va falloir sans doute se reposer la question de la façon dont l'alliance repart de plus belle, parce que là, on sent bien qu'il y a des tirages, et ce serait une catastrophe pour le coup que cette alliance cesse. Parce que, je le répète, le secteur automobile est au devant de profondes mutations, et si on veut maintenir notre capacité industrielle, si on veut maintenir les emplois, il y a besoin d'alliance. Merci Laurent Berger d'être venu nous voir ce matin, secrétaire général de la CFDT. Il est 8h53.